Alors, tu penses que tu ferais un excellent assassin médiéval. Peut-être que tu as un peu trop joué à Assassin's Creed, regardé trop de types mélancoliques sauter des clochers dans des tas de foin. Et maintenant tu es convaincu que ton destin implique des capes à capuchon, des secrets chuchotés et une vengeance poétique. Mettons cette fantaisie dans un étranglement et traînons-la dans une ruelle boueuse, d'accord? Parce qu'être un assassin médiéval n'était pas cool, ce n'était pas élégant, ce n'était même pas légèrement hygiénique, c'était nul. Beaucoup? Alors attachez votre ceinture, amateur d'ombre, car voici l'histoire de la façon dont être un tueur à gages au Moyen-Âge était moins artiste légendaire de la furtivité et plus sac humide de désespoir avec un poignard. Tout d'abord, tu ne devenais pas un assassin, tu as un peu point fini par en devenir un. Personne ne se réveille dans une hutte humide et ne dit « Tu sais ce qui améliorerait ma vie ?» Meurtre pour de l'argent. Non, les assassins étaient en fait des restes de la vie. Des soldats déshonorés, des serfs en fuite, des voleurs trop enclins à poignarder pour faire du vol à la tire. Si vous aviez un brin de compétence, aucune perspective d'avenir et la flexibilité morale d'un raton laveur ivre, félicitations, vous étiez recrutable. Et oubliez ces montages d'entraînement où un sage moine vous enseigne les anciennes techniques de la lame. Votre entraînement consistait à essayer de ne pas tomber du toit, apprendre quel poison ne vous tue pas, et survivre à votre premier travail sans pleurer. Il n'y avait pas de fraternité du chuchotement sombre, pas de panier de bienvenue de la guilde. Tu étais seul, à moins que vous ne comptiez les rats, et le regret comme collègue, parlons équipement. Tu penses que tu vas avoir une lame rétractable au poignet, n'est-ce pas? Adorable. Ce que vous obteniez, c'était une dague rouillée, une cape en toile de jute qui sentait l'oignon, et peut-être, si vous étiez riche, ce qui n'était pas le cas, un fil de garrot fait de vieilles cordes de harpe. Tu devais tuer des gens qui étaient paranoïaques, fortement gardés, et qui vivaient souvent dans des châteaux, avec plus de sécurité qu'un aéroport moderne, et tu devais le faire en portant des chaussures faites d'espoir et de peau de pommes de terre. Tu pensais que tu allais être bien payé. Ô 12 enfants d'été, votre paiement n'était moitié. Maintenant, moitié, plus tard. Et par plus tard, ils entendaient généralement jamais. Ou pire, voici ton paiement, une épée dans le ventre pour que tu ne parles pas. Les clients ne voulaient marre pas que tu sois en vie après le travail. Tu étais l'équivalent humain d'une cuillère jetable. Vos cibles? Pas exactement des cibles faciles. Nobles, évêques, généraux corrompus. Des gens avec des gardes, des douves, des mots de passe secrets. Et peut-être des oies tueuses entraînées. Les assassiner signifiait des semaines de planification, de corruption, de déguisement et de chance, surtout de la chance, parce que tu n'étais pas James Bond. Tu étais ce gars qui se cachait derrière un fût de vin en murmurant « S'il te plaît, ne éternue pas », tout en essayant de poignarder un homme à travers une vitre en vitrail, et ne me lancez pas sur le sujet du poison. Le poison au Moyen-Âge était une affaire de bricolage, impliquant des herbes, de la moisissure, et ce que cette grenouille faisait sous la lune la nuit dernière. Vous aviez une chance sur 2 de tuer le mauvais gars, de vous empoisonner vous-même ou d'irriter légèrement le ventre de votre cible avant qu'il ne déclare la guerre sainte à votre village. C'était moins silencieux et mortel, et plus « oups, j'ai encore ajouté de la menthe » au lieu de la belladone. Vos déguisements, pathétiques. Vous ne vous fondiez pas dans un bal masqué. Tu faisais semblant d'être un moine sans savoir prier, ou un ramoneur qui ne savait pas ce qu'était une cheminée. Tu n'avais pas l'air d'un noble voyou. Tu ressemblais à un furet mal nourri dans des robes empruntées. Et si quelqu'un reconnaissait ton visage, félicitations. Vous venez de devenir la pièce maîtresse de la pendaison de dimanche prochain.
Et la solitude, oh la solitude, pas de coéquipier, pas de responsable vous transmettant des informations à travers une oreillette magique, juste toi et ta paranoïa grandissante. Vous ne parliez pas aux gens, vous évitiez les foules, vous ne faisiez confiance à personne, et à juste titre. Même ton employeur voulait te voir mort au petit déjeuner. Tu dormais d'un œil ouvert, avec ta dague sous ton matelas de paille, qui était aussi ton dîner. Maintenant, disons que tu as réussi. Tu as tué le baron, échappé par le puits et distancé les gardes. Youpi! Le moment de célébrer? Non. Il est temps de fuir le pays et de changer de nom pour quelque chose comme frère anonyme. Parce que tu étais maintenant la personne la plus recherchée du royaume. Le seigneur local voulait ta tête, le client voulait ton silence, et les paysans pensaient que tu étais un démon qui parlait aux grenouilles. Tu n'étais pas un héros. Tu étais une note de bas de page. Et qu'est-ce que tu as eu pour tes ennuis? Une poignée de pièces ternies, une cicatrice qui murmure la trahison chaque fois qu'il pleut, et une légende que quelqu'un d'autre racontera mal, dans une taverne 20 ans plus tard. Alors, penses-tu toujours être fait pour l'assassinat médiéval? Tu t'imagines toujours comme l'ombre dans la nuit. Réfléchis encore. La seule ombre que la plupart des assassins laissaient derrière eux était la tâche qu'ils faisaient, en glissant sur leur propre sang. En résumé, être un assassin médiéval était une terrible idée. Mais bon, si tu veux vraiment essayer, prends ton couteau émoussé, mets ta cape pleine de puces et va t'entraîner à tomber des toits jusqu'à ce que tu arrêtes de crier. Tu te fondras parfaitement dans le décor. Vous pensez probablement que s'entraîner pour devenir un assassin médiéval impliquait des mentors mystérieux, des cryptes éclairées à la bougie et des arts martiaux chuchotés au ralenti. Peut-être que vous imaginiez un maître sage nommé frère main de couteau, vous enseignant comment marcher sur les toits sans faire de bruit de pigeons. Non, Marette, ce n'est pas un anime, c'est l'Europe médiévale. Et l'Europe médiévale avait une devise, « Bonne chance, tu es seul ». Vous n'alliez pas à l'Académie des assassins, il n'y avait pas de poudlard pour les homicides, pas de lettres d'invitation dorées, pas de casier rempli de couteaux de jet enchantés. Vous vous êtes entraîné en étant trop pauvre pour mourir correctement. Si tu ne t'es pas fait poignarder en tombant d'un toit lors de ta première mission, félicitations. Vous étiez désormais considéré comme expérimenté. Formation? Tu veux dire échouer jusqu'à ce que tu réussisses. Peut-être que tu as commencé comme un voleur. Super! Cela signifie que tu savais déjà grimper au mur, passer discrètement devant des gardes ivres et voler du pain moisi sans pleurer. Peut-être que tu étais un ancien soldat déshonoré. Cela voulait dire que vous pouviez tenir une lame et que vous aviez assez de traumatisme pour dormir à travers une bagarre de taverne. Si tu n'étais qu'un paysan désespéré, capable de lire 3 mots et de ne pas crier à l'ombre de ton propre reflet, eh bien, quelqu'un a probablement décidé que vous aviez du potentiel. Vous avez tout appris par essai et erreur, beaucoup d'erreurs. Surtout si vous avez confondu le sumac vénéneux avec la belladone, fait amusant. Les deux ruineront votre journée, mais l'un vous rendra démangeant et l'autre vous transformera en cadavre. Tu as essayé le poison. J'espère que tu ne l'as pas confondu avec du persil. Tu as essayé de te faufiler dans la chambre d'un noble. Mieux vaut espérer que tu n'as pas interrompu le goûter de minuit de son chien. Vous avez appris rapidement. Ou mourir anonymement. Maintenant, parlons des armes. Vous n'avez pas obtenu une lame de poignet personnalisée, rétractable et pliable, forgée dans les feux volcaniques de la montagne ninja. Tu prenais ce que tu pouvais voler, échanger ou attacher à ta ceinture sans que ça ne cliquette comme un tiroir de couvert hanté. Si tu avais une dague, c'était un luxe. La plupart du temps,
C'était un vieux couteau de cuisine rouillé, enveloppé dans une ficelle. Vous utilisiez des garrots, faits avec de vieux lacets. Une pierre dans une chaussette était un outil, une brique sous votre manteau. C'est ce qu'on appelle un outil multifonction médiéval, armure. L'armure était pour les gens avec un avenir. Tu portais un sac. Si vous aviez de la chance, vous trouviez une cape qui ne sentait pas les larmes de chèvre et la honte. La plupart des assassins ressemblaient à des tas de linge sale. Vous voulez avoir l'air moins suspect? Roulez dans la boue et faites semblant d'être un cultivateur de choux. Voulez-vous vous cacher à la vue de tous? Soyez pauvre. Personne ne remarque les pauvres, n'oublions pas les poisons. Ah oui, le poison. Le poignard de l'homme réfléchit. Sauf que tu n'avais pas de diplôme en chimie. Vous aviez une vieille dame dans les bois qui murmurait des choses comme « souffle de loup et jus de framboise », tout en crachant dans des bocaux. Vous deviniez les doses, vous avez deviné les ingrédients, vous l'avez testé en le donnant à des rats. Ou les chèvres de votre voisin. La bonne nouvelle, votre cible est morte. La mauvaise nouvelle, tout le monde, à la fête, aussi. Félicitations, vous venez d'être promu au rang de fléau pénible du royaume. Et comment avez-vous trouvé des emplois? LinkedIn n'existait pas. On vous abordait dans des tavernes obscures par quelqu'un qui sentait l'oignon et les secrets. Ils vous ont glissé une bourse de pièces et un nom. La cible? Un baron, ou un évêque, ou un gars nommé Claude, qui devait de l'argent à quelqu'un pour le loyer. Vous avez demandé à propos du paiement. Ils ont dit « la moitié maintenant, la moitié plus tard ». Spoiler, il n'y avait pas de « plus tard ». Soit tu mourais, soit tu te faisais ghoster, soit tu découvrais que la pièce était contrefaite. Vous ne pouviez pas vraiment porter plainte. Votre honneur, mon client, le tueur à gages non nommé, a été volé par son employeur à la morale flexible. Vous ne vous êtes pas retiré, tu es juste devenu plus silencieux. Si tu vivais au-delà de 30 ans, tu devenais une légende. Si vous viviez plus de 40 ans, les gens supposaient que vous étiez soit immortel, soit extrêmement chanceux. Mais la chance n'était pas un plan. C'était un espoir, comme espérer que l'épée que tu as utilisée la semaine dernière ne t'ait pas donné le tétanos. Vous ne pouviez pas vous permettre d'erreur, une erreur, et tu n'étais pas un assassin, tu étais une histoire d'avertissement sans tête. Les assassins n'avaient pas de seconde chance. Soit tu réussissais le boulot, soit tu finissais cloué à un arbre. Donc, non, il n'y avait pas d'académie cool, pas d'équipement stylé, pas d'arc d'entraînement dramatique, juste de la douleur, des mensonges et la connaissance profondément déprimante que votre parcours professionnel était essentiellement une partie de cache-cache avec la mort. Mettons les choses au clair tout de suite. Être un assassin médiéval ne vous rendait pas exactement populaire aux fêtes. Vous n'étiez pas invité au festin. Tu n'étais pas chanté par des ménestrels. Personne n'écrivait de ballades d'amour sur le type à capuche qui sentait le vieux chou et avait 7 sortes de couteaux cachés dans son pantalon. S'il y avait une version médiévale de Tinder, ton profil serait un croquis sur une affiche de recherche qui dirait simplement « Aime les longues promenades dans l'obscurité et poignarder les gens qui ronflent trop fort. » Section 1. Sortir avec danger. Alors, tu veux de l'amour, compagnie, peut-être quelqu'un avec qui partager tes croûtes de pain volées et comparer les techniques d'affûtage de dagues. Bonne chance. La plupart des assassins ne sortaient pas. Ils rôdaient, ils traînaient, ils essayaient à de ne pas croiser le regard. Pourquoi? Parce que tout le monde était un témoin potentiel ou un futur regret. Tomber amoureux, c'était comme mettre le feu à ta seule paire de bottes en plein milieu d'une tempête de neige, temporairement réconfortant, finalement mortel.
Imaginons que vous rencontriez quelqu'un d'une manière ou d'une autre, un berger aux yeux bienveillants, un forgeron aux yeux audacieux, une serveuse qui n'a pas bronché quand vous avez laissé tomber une cuillère empoisonnée. Vous flirtez, vous parlez. Tu dis « Je suis dans le textile ». Et ils font semblant de ne pas remarquer le carreau d'arbalète qui dépasse de ton sac à dos. Vous vous rapprochez, vous partagez des secrets, peut-être même s'embrasser sous la lumière de la lune, puis les cauchemars commencent. Tu te débats dans ton sommeil, tu murmures des noms, ils commencent à poser des questions comme « Pourquoi as-tu toujours du sang sur tes chaussettes ?» ou « Pourquoi mon cousin, sœur Rolande, est-il mort d'une mystérieuse intoxication par la soupe 2 semaines après que vous l'ayez rencontré ?» Les relations avec les assassins ont tendance à mal se terminer. Meilleur cas, ils te quittent, pire des cas, ils te livrent pour la prime et achètent une nouvelle mule. Cas le plus courant, vous devez simuler votre propre mort, encore une fois, et vous relocaliser dans une nouvelle ville où personne ne se souvient de vous, comme cet homme silencieux qui s'asseyait toujours face à la porte. Section 2. L'amitié est aussi un piège. Parlons de l'amitié. Certaines personnes disent « Nul n'est censé être une île ». Eh bien, les assassins sont une île marécageuse et embrumée, entourée de crocodiles et de bagages émotionnels. Pourquoi les assassins n'ont-ils pas d'amis? Les amis parlent dans le dos. Les commérages tuent. Les amis remarquent des choses comme « Hey, n'est-ce pas que Lord Pompous est mort le lendemain de ton nettoyage de ses écuries ?» Les amis empruntent tes affaires. Vous ne pouvez vraiment pas laisser quelqu'un se promener avec votre garrot et se vanter auprès de l'aubergiste local. La chose la plus proche d'un ami pour un assassin était peut-être un apothicaire muet avec un œil, 3 secrets et pas d'adresse fixe. Même dans ce cas, vous ne leur faisiez confiance que parce qu'ils faisaient une bonne soupe anti-poison et ne posaient pas de questions. Activité de groupe? Oublie ça. Pas de soirée-jeu, pas de club de tir à l'arc, pas de guilde secrète de frères ombreux, à moins de compter 3 gars, ivres en manteau, essayant de se surpasser en mélancolie. Section 3. Colocataires, propriétaires et autres cauchemars. Le logement pour les assassins était, appelons-le, flexible. Vous ne pouviez pas louer une belle tour avec un fossé et espérer rester discret. Au lieu de cela, vous restiez chez vous. Des cabanes qui penchaient, comme si elles avaient été émotionnellement blessées. Greniers de grange qui sentaient la chèvre et l'échec. Cryptes aléatoires, parce que les fantômes ne balancent pas. Les propriétaires vous détestaient, soit vous payiez avec des bijoux volés, partiez sans prévenir, ou ils trouvaient une arbalète sous le lit et décidaient d'augmenter le loyer de 300%. Les colocataires étaient pires. Personne ne veut se réveiller à côté d'un gars qui aiguise des couteaux de lancer en marmonnant des stratégies de sortie. Et ne parlons même pas de la fois où tu as accidentellement vécu avec un barde. Chaque conversation se transformait en un couplet rimé sur l'ambiguïté morale et le vin renversé. Section 4. Réunion de famille, ou pourquoi vous avez simulé votre propre mort. Tu te souviens de ta famille? Non? Bien, c'est sûr. S'ils étaient encore en vie, ils pensaient soit que tu étais mort de la peste, soit que tu t'étais enfui pour rejoindre un monastère, soit que tu étais devenu un mystérieux marchand de fromage à Bruges. C'est l'histoire que tu as écrite dans ta dernière lettre. De toute façon. En réalité, ils crieraient probablement s'ils savaient que tu es la raison pour laquelle le chien du cousin de leur voisin a été mystérieusement empalé. Les réunions de famille étaient stressantes. Qu'est-ce que tu deviens? Oh, vous savez, le jardinage. Des soirées tranquilles à la maison, éliminer occasionnellement un duc. Il vaut mieux rester distant
Écrivez des lettres vagues, envoyez de l'or anonymement. Ne vous montrez jamais, en personne, parce que rien ne gâche Noël comme être reconnu par un cousin qui se souvient de ta collection de dagues creepy. Section 5. Le long chemin vers la paranoïa. Finalement, tout s'additionne, les mensonges, les disparitions, les cœurs brisés et les auberges barricadées. Et une nuit, tu es assis sur une colline, regardant la lumière de la lune danser sur ta dague, et tu penses « Je suis devenu une rumeur avec un mal de dos ». Parce qu'être un assassin médiéval ne consistait pas seulement à éviter la mort, il s'agissait d'éviter la vie, les parties désordonnées, compliquées et déchirantes de la vie. Vous ne pouviez pas vous permettre de vous en soucier. Vous ne pouviez pas vous permettre de vous souvenir des noms. L'amour était dangereux, l'amitié était fatale, la confiance était une blague racontée par des squelettes, et pourtant, parfois, tu regardais encore passer des couples et ressentais quelque chose, désir, regret, ou juste une envie de ragoût qui ne goûtait pas la trahison. C'était, cher lecteur, l'angoisse secrète des assassins médiévaux. Pas les meurtres, pas les blessures, mais le fait que plus tu devenais doué pour être oublié, plus tu réalisais que tu n'avais jamais vraiment été connu. Alors, tu es arrivé jusqu'ici. Tu as esquivé les gardes, embrassé la mort sur la joue, et maintenant tu vis dans une cabane qui sent la soupe de betterave et le regret. Il est temps de réfléchir, pas sur tes péchés. Ils sont enterrés sous la taverne où tu as laissé ta conscience, mais sur le plus grand mythe de tous, que d'être un assassin ait jamais été autre chose qu'un sans-abri légèrement créatif, avec des couteaux. Et maintenant que tu es trop vieux pour grimper sur les toits, sans te déchirer un muscle nommé d'après un oiseau, tu es prêt à affronter la vérité, Miss Mauvin. Les assassins appartenaient à une guilde réalité. Guilde? Quelle guilde? Vous pensez aux tailleurs de pierre ou au club de tricot local? De véritables assassins ne pouvaient pas organiser un dîner, encore moins un ordre secret. Chaque fois que deux se rencontraient dans une taverne, l'un repartait dans un sac. La seule règle était « ne parlez pas du boulot », surtout parce que personne ne savait vraiment qui les avait engagés, et en partie parce que la moitié d'entre eux étaient trop commotionnés à cause de leur chute. Noël 2. Ils avaient des serments et des mots de passe. Cool. Réalité. Le plus proche que tu avais d'un mot de code était de crier « Ouah !» avant de te faire poignarder. Votre seul serment était « S'il vous plaît, laissez-moi être payé, cette fois ». Toute tentative de former un véritable club d'assassins se terminait généralement par quelqu'un ivre, quelqu'un mort et quelqu'un en feu, généralement les trois en une seule personne, nommée Geoff, Mythe, Noël 3. Les assassins portaient des uniformes élégants. Réalité, tu portais de la boue et probablement un vieux sac, peut-être une cape en lambeaux, si tu te sentais d'humeur raffinée. On aurait dit quelqu'un qui avait perdu un combat contre un tas de compost. Votre idée de la mode était tout ce qui ne sentait pas le ragoût de la semaine dernière. Mythe numéro 4. Ils avaient une formation mystique dans un temple caché. Réalité. Votre entraînement consistait à tomber des toits jusqu'à ce que vous appreniez à ne pas le faire et esquiver les pots de chambre. Beaucoup de pots de chambre, la seule montagne que tu aies jamais gravie, était le tas de fumier derrière la taverne, et ton instructeur était une ex-voleuse borgne nommée Margerie à jambes de bois qui te lançait des couteaux jusqu'à ce que tu arrêtes de pleurer. Mythe numéro 5. Les assassins ne tombaient jamais. Amoureux, réalité. Tu tombais amoureux tout le temps. De la soupe, des bottes qui ne fuyaient pas, et de la seule personne au marché qui ne te regardait pas
comme si tu étais maudit. L'amour romantique, bien sûr, mais les assassins et l'amour vont ensemble, comme le feu et l'huile, c'est passionné, c'est explosif, et quelqu'un finit toujours par saigner. Habituellement, toi, toujours toi. Acte 1. L'amour. À l'époque des dagues. Vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être qu'ils étaient une serveuse de taverne avec un œil et un bras de fer meilleur que le tien. Peut-être était-il un barde qui chantait faux, mais souriait comme un rayon de soleil. Tu osais rêver. Vous avez osé vous soucier. Erreur neuromouline. Tu leur as apporté des fleurs. Ils ont demandé pourquoi le bouquet sentait le poison. Erreur numéro 2. Vous avez essayé d'expliquer votre passé. Ils ont eu un mouvement de recul à l'expression « décapitation accidentelle d'un évêque ». Erreur numéro 3. Tu as dit « je veux changer pour toi ». Ils ont dit « s'il vous plaît, partez et emmenez votre oie avec vous ». Erreur numéro 4. Vous êtes revenu un an plus tard, déguisé en moine, et avez essayé de les séduire avec des limericks rimés. Vous avez été rapidement frappé par une chaussure. Certains assassins ont réussi à aimer, brièvement, tragiquement. La plupart du temps, cela se terminait par une trahison, un malentendu ou un incendie suspect lors du mariage. L'amour était la seule marque que l'on ne pouvait pas tuer. L'amour portait une armure et portait une poêle à frire. Acte 2, le dernier coup. Parce que toutes les histoires d'assassins doivent se terminer. Pas avec un banquet ou une médaille, mais avec le dernier coup. Tu étais fatigué, tes articulations te faisaient un mal, vos réflexes ont ralenti. Vous avez commencé à égarer vos dagues et à appeler tous vos contacts, Greg. Puis quelqu'un a frappé, ils t'ont offert des pièces, beaucoup de pièces. La cible, un nom familier, un politicien qui a autrefois essayé de te tuer. Ou un vieil ami qui règne maintenant d'une main de fer, tu as dit oui. Pourquoi? Parce qu'au fond, la peur te manquait. Tu as manqué le frisson silencieux de disparaître sous les yeux de tous. Et peut-être tu as manqué de te sentir important. Le travail était chaotique. Vous avez brisé une fenêtre au lieu de passer à travers. Vous avez atterri sur un cochon. Tu as oublié ta fausse barbe. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as fait le coup. La pièce a été livrée. Tu as couru. Tu t'es caché. Mais cette fois, la paranoïa est restée. Les ombres semblaient n'être plus lourdes. Tu savais que c'était la fin. Pas parce que quelqu'un t'a trouvé, mais parce que tu savais que ce ne serait pas mieux que ça. Tu as laissé derrière toi une petite bourse d'argent et une note. Dites-leur que je n'étais personne. Acte 3. L'héritage de personne. Le tien n'était pas un nom gravé dans la pierre. Aucune statue ne se dresse en ton honneur. Aucune chanson ne chante tes exploits. Mais parfois, dans le coin sombre d'une taverne, un barde murmure l'histoire de l'assassin qui a disparu dans le brouillard. Ils ne racontent pas bien ton histoire. Ils disent que tu avais une épée magique, qu'on t'a vu repousser 5 gardes avec une louche, que tu as sauvé un prince une fois, que tu es devenu un fantôme. Certains disent que tu parcours encore les routes, vieux et courbés, marmonnant des choses sur la soupe et les chaussures. D'autres jurent t'avoir vu dans le jardin du monastère, marmonnant des limericks à une poule. Mais ce ne sont que des histoires, et les histoires sont tout ce qui reste des gens qui n'ont jamais vraiment existé. Alors repose-toi, assassin. Tu n'as jamais été un héros, mais tu n'as jamais été oublié non plus. Parce que, en fin de compte, les meilleurs assassins ne sont pas ceux qui inspirent la peur. Ce sont ceux dont on murmure le nom dans des histoires auxquelles personne n'ose avouer croire. La fin.